Un débat auquel, vous le savez, vous pouvez désormais participer via les réseaux sociaux. Des dizaines de milliers de partisans de Mohamed Morsi sont toujours rassemblés ce soir à Nasser City pour protester contre la destitution du président égyptien. Ce mardi, l'ancien ministre des Finances, Hassem El Beblaoui, a été nommé Premier ministre du gouvernement de transition et Mohamed El Baradei, lui, a été désigné vice-président chargé des affaires étrangères. Une nouvelle transition donc pour l'Égypte. Voilà la situation, un peu plus de 2 ans après la chute d'Hosni Moubarak, et ce alors que les Égyptiens, il faut le rappeler, ont voté à la fois pour des législatives et une présidentielle. La présidentielle, c'était il y a 1 an. Cette nouvelle transition, est-ce le résultat de l'échec des frères musulmans, mais surtout islamisme ou islam politique et démocratie, est-ce compatible? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous en direct du Caire, Mahmoud Azab, bonsoir. Vous êtes le conseiller du grand imam d'Al-Azhar pour le dialogue interreligieux. Al-Azhar, qui, on le rappelle pour nos téléspectateurs, est la plus haute autorité de l'islam sunnite. On va retrouver dans un instant en direct de Londres Tariq Ramadan, qui est professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Auteur, et on le voit à l'image, Tariq Ramadan, bonsoir. Auteur de L'Islam et le réveil arabe. C'est aux éditions Presse du Châtelet. Sur notre plateau à Paris, Mohamed Sifawi, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de Mon frère, ce terroriste, un homme dénonce l'islamisme, et c'est aux éditions Kalman Levy. Et enfin, Elia Minsoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, auteur des Nouveaux défis de l'éducation, et c'est aux éditions Les Points sur les i. Avant de commencer ce débat, comme tous les soirs désormais, on va partir place Tahrir, où l'on va retrouver notre correspondante Sonia Dridi. Sonia, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quelle est la situation dans la capitale égyptienne, au Caire? Eh bien, c'est actuellement l'heure de la prière sur la place Tahrir, mais peu de temps avant, eh bien, c'était une ambiance très festive. Des centaines de manifestants chantaient des chants patriotiques, mais la plupart des activistes victorieux après l'éviction de Mohamed Morsi ont déserté pour l'instant le célèbre Carrefour. Ils sont pour la plupart satisfaits ce soir par la nomination d'un ancien ministre des Finances, Hassem El Beblaoui, en tant que Premier ministre. Des activistes m'ont confié que c'était un bon choix alors que l'Égypte traverse une grave crise économique. C'est également un choix stratégique pour l'armée qui contrôle une bonne partie de l'économie du pays et qui espère donc qu'elle se remette rapidement en marche. Et ce soir, la plupart des révolutionnaires sont soulagés, satisfaits que Mohamed El Baradei, ancien célèbre opposant sous le régime de Moubarak, puis opposant aux frères musulmans, eh bien, obtiennent aujourd'hui, ce soir, un poste clé. Il devrait être nommé vice-président pour les affaires étrangères. Mais alors que l'armée, qui se sait observée internationalement, presse cette transition démocratique, eh bien les frères musulmans continuent de manifester à quelques kilomètres d'ici, dans le quartier de Nasser City. Ils continuent de réclamer le retour de leur président légitime, Mohamed Morsi. Et aujourd'hui, eh bien, cet après-midi, les frères musulmans ont également enterré leurs martyrs, puisque l'armée a tiré hier dans la foule. Des soldats et des policiers ont tiré sur les manifestants pro-Morsi, et donc ce bain de sang a attisé la colère des frères musulmans. Et un membre de la confrérie m'a dit ce soir que, eh bien, loin de calmer le jeu, le ramadan qui va débuter demain, eh bien, devrait au contraire attiser les tensions, les affrontements dans les prochains jours. Merci Sonia. Sonia Dridi en direct du Caire, et vous voyez ces images en direct donc de Nasser City où c'est l'heure de la prière et où sont réunis ce soir encore des dizaines de milliers de partisans du président déchu Mohamed Morsi. Mahmoud Azab en direct du Caire encore. L'imam Cher Ahmed Al-Tayeb a annoncé qu'il se mettait en retrait des négociations, qui est l'imam d'Al-Azhar. Est-ce à dire que vous ne cautionnez pas les agissements de l'armée? On rappelle qu'hier, il y a eu un bain de sang qui a causé la mort de 51 personnes, et en majorité des partisans de Mohamed Morsi. Bonjour madame. Tout d'abord, le retrait dont vous parlez, ça ne veut pas dire que l'imam relâche sa mission d'un grand imam et que toute l'Égypte reconnaît, musulmans et chrétiens, qui dirige avec l'Église depuis 2 ans un débat extraordinaire à travers ce qu'on appelle la maison de la famille égyptienne, et qui est là pour réunir les Égyptiens
tous sans exception, de toute couleur politique ou autre, mais ça veut dire qu'il était très prudent. Il dit, dans un moment de conflit qu'on appelle fitna, discorde, il faut qu'on soit prudent. La parole, c'est comme de la chimie, il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut s'inscrire du côté du peuple égyptien, la majorité bien claire, que l'Égypte passe cette période vers sa paix et vers sa nature, ses principes connus à travers les siècles et les siècles. Mais ça ne veut pas dire qu'il relâche le dialogue, pas du tout. D'ailleurs, il est là pour réunir, pour appeler les Égyptiens à la paix. Il rejette la violence de n'importe quel côté et il aime que tous les Égyptiens, frères musulmans, laïcs, civils ou autres, participent ensemble et qu'ils soient représentés pour rebâtir l'Égypte ensemble. Mahmoud Azab, vous dites l'imam d'Al-Azhar veut rester prudent, mais il n'a pas été tant en retrait que ça, puisque d'une certaine manière, vous avez quand même cautionné le renversement de Mohamed Morsi. Vous l'avez cautionné, ce renversement. Vous savez, madame, s'il vous plaît, madame, c'est la rue égyptienne, 33 ou 36 millions d'Égyptiens étaient partout, ils étaient là, et l'armée est intervenue pour prendre le côté du peuple, pour répondre aux appels du peuple égyptien. Ce n'est pas un coup d'État pour l'Égypte, même les États-Unis commencent à reconnaître. Il faut voir que l'armée voulait éviter un bain de sang, et donc quand il a trouvé 36 millions dans la rue, il a rassembler tous les côtés. Quand vous avez vu il y a quelques jours la déclaration, c'était de passer le pouvoir, comme on dit momentanément, au grand juge suprême du tribunal constitutionnel. Il y avait les représentants de deux religions. Il y avait aussi le représentant de l'opposition civile et les jeunes, c'est-à-dire tout le monde était appelé ensemble. Ce n'est pas un coup d'État pour nous. Ce n'est pas un coup d'État, d'accord. Mahmoud Azab, pas du tout, madame. Pas du tout. Bon, là, il y a débat là-dessus, ça fait sourire sur le plateau. Tariq Ramadan en direct de Londres. Ce n'est pas un coup d'État, Tariq Ramadan. Vous êtes d'accord avec Mahmoud Azab parce qu'on ne vous a pas encore beaucoup entendu sur l'Égypte. Écoutez, vous allez sur mon site, j'ai un long développement sur la situation. Bien sûr que c'est un coup d'État. Et c'est un coup d'État qui n'a pas été décidé par l'armée au moment où il y avait soi-disant 30 millions de personnes dans les rues. Mais on sait aujourd'hui par des articles qui ont été publiés dans Le Monde, en France, dans le New York Times, aux États-Unis, même dans un certain nombre de journaux à l'étranger, comme en Algérie ou en Égypte, qu'en fait, déjà une semaine avant les événements, il y avait un chantage qui était appliqué sur Morsi. Alors, il faut dire les choses par leur nom après une d'exercice du pouvoir qui furent très mauvaises, dont les priorités politiques, sociales n'ont pas été bonnes. Il fallait en faire une critique rigoureuse. C'est de mon côté ce que j'ai toujours fait, d'ailleurs même avant les élections. J'avais mis en évidence le fait que c'est de la liberté, les frères musulmans jouaient un jeu, une stratégie tout à fait... Alors, on a un problème avec notre communication. Je n'entends pas bien. Oui, alors on a un problème. Non, mais vous inquiétez pas, Mahmoud Azab. En fait, on a un problème avec la connexion Skype et avec Tariq Ramadan. Je voudrais que vous réagissiez, Mohamed Sifaoui, à ce que vient de dire Tariq Ramadan. Est-ce qu'on peut dire que ce qui se déroule aujourd'hui en Égypte, c'est l'échec de la gestion des frères musulmans? À mes yeux, incontestablement. D'abord parce que pendant des décennies, la confrérie des frères musulmans, en Égypte d'abord, ensuite dans tous les pays où la confrérie a pu s'aimer et faire des émules, s'est toujours présentée comme une alternative sérieuse et crédible à des régimes autocratiques, dictatoriaux parfois. Elle n'a jamais été confrontée à la réalité du pouvoir. Donc finalement, après le printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe, le fait que des islamistes se retrouvent au pouvoir, ce n'était pas une mauvaise chose en soi. En tout cas, c'est l'appréciation que j'ai immédiatement donnée, malgré les cris d'orfraie qu'on pouvait entendre ici ou là, parce que tout simplement, l'histoire d'un pays ne peut pas se résumer à une année, à 2 ans. L'histoire d'une nation, c'est parfois plusieurs décennies, plusieurs siècles. Il y a eu un changement de régime. La confrérie des frères musulmans en Égypte, qui a longtemps travaillé, notamment la population et la société égyptienne, tant sur le plan social que sur le plan éducatif, avait incontestablement un certain nombre de sympathisants
et allait de toute manière, comme dans d'autres pays arabes, remporter les élections de manière démocratique. Sauf que sur cette question-là, il y a aussi, me semble-t-il, une précision à apporter. La démocratie ne peut pas et ne saurait se résumer à la participation d'un parti à une élection, à un processus électoral. La démocratie est un corpus idéologique. Or, l'idéologie des frères musulmans ne correspond pas du tout au corpus idéologique de la démocratie telle que nous l'entendons en prenant en considération l'ensemble des valeurs universelles. En d'autres termes, la liberté de conscience, la liberté personnelle, individuelle et collective, les libertés de manifester, de critiquer, la liberté de blasphémer, la liberté de croire ou de ne pas croire, tout cela, tous ces ingrédients, si vous voulez, font partie du corpus démocratique. Or, tous ces ingrédients-là ne sont pas respectés par la pensée des frères musulmans. Et c'est la raison, pardon, je termine d'un mot, c'est la raison pour laquelle, je pense, au-delà de l'échec sur le plan politique et économique, c'est la raison pour laquelle le peuple égyptien a immédiatement réagi. Après, coup d'État, oui, c'est un coup d'État, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un coup d'État incontestablement, mais je qualifierais ce coup d'État de plus légitime que d'autres. Il y a des coups d'État où on ne voit pas l'intervention d'une armée, mais on voit l'endoctrinement qui peut être fait sur une société qui est trompée par des idées et un prêt-à-penser comme le font souvent les islamistes et qui arrivent à s'accaparer le pouvoir par la tromperie aussi. Ce sont d'autres formes de coups d'État. Mais en Égypte, incontestablement, c'est un coup d'État. Oui. Eliamine Soum, je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de dire Mohamed Sifawi. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'idéologie des frères musulmans n'est pas en adéquation avec ce corpus démocratique dont vient de parler Mohamed Sifawi ? Il faut qualifier les choses. C'est clairement un coup d'État. Monsieur Azab disait les États-Unis sont en train de revenir là-dessus. Les États-Unis sont en rien une caution morale à ce qui peut être un coup d'État ou pas, puisque eux-mêmes ont été des acteurs. Eux-mêmes, je vais m'exprimer. Eux-mêmes ont été des acteurs de coup d'État. L'un des plus spectaculaires, ça a été le 11 septembre 1973 avec l'installation de Pinochet. Aujourd'hui, avec le recul historique qu'on a, on sait qu'il y a eu l'installation d'un certain nombre de régimes. Donc c'est un coup d'État. En Égypte, aujourd'hui, l'armée contrôle 30% de l'économie. Ce qui veut dire que la question aujourd'hui qui se pose essentielle, au-delà de la question bien évidemment d'un certain nombre de respect des principes démocratiques des frères musulmans, et puis sur la question par exemple du blasphème, on a une législation différente en Grande-Bretagne où cela constitue un délit et ça n'empêche pas la Grande-Bretagne d'être un délit. Est-ce que l'idéologie des frères musulmans, est-ce qu'elle est en adéquation avec la démocratie, avec les valeurs démocratiques ? Au-delà de l'idéologie, il faut interroger les pratiques. Les frères musulmans aujourd'hui n'ont pas eu le temps, je veux dire, ce qu'il aurait fallu faire, c'est des élections ou aller plus loin. Imaginez, en France, François Hollande a été élu à peu près avec le même score que Mohamed Morsi. Il y a eu des résistances à la question du mariage pour tous. Il y a eu, même au sein de l'armée, c'est sorti dans la presse il y a quelque temps, une volonté de faire un coup d'État chez un certain nombre de militaires catholiques proches de l'extrême droite. Imaginez dans quelle cacophonie on serait aujourd'hui. La question qui est essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on a une idéologie qui, certes, on peut questionner sur tout un tas de points, notamment sur la question de la pluralité religieuse dans le pays qui comporte la plus importante minorité chrétienne des pays arabes. Mais la question de l'exercice du pouvoir, c'est qu'ils ont été élus. On ne peut pas dire qu'il y a des élections et un an après, on leur retire. Je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Quand bien même il y aurait un mouvement populaire, dans ces cas-là, il faudra aller vers autre chose. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le recall, ou le mandat impératif. On peut exiger un référendum lorsqu'on est en désaccord. Donc ça, ce sont les exigences de la démocratie, la question qui se pose et qui se pose à ces mouvements-là. Une fois, puisqu'ils étaient dans l'opposition, parfois ils l'ont payé cher, notamment en Égypte, les frères musulmans. La question qui se pose, c'est que maintenant, pour eux, c'est est-ce qu'ils sont capables de poser les principes d'une démocratie. Mais là, je veux dire, en un an d'exercice de pouvoir, on n'a pas pu le voir. Et là, l'armée est en train de rendu compte, pardonnez-moi, quand même de certaines choses. On a quand même vu un président qui a voulu s'accorder les points pouvoir en novembre 2012. On voit quand même qu'il y a eu des atteintes quand même à la liberté. Voilà, on ne peut pas dire que c'est vraiment en adéquation totale avec l'esprit démocratique. Oui, mais à partir de ce moment-là, il faudrait revoir complètement les règles du jeu. C'est-à-dire que si on part de ce principe-là, on peut repartir sur la question des élections anticipées, sur la base d'un référendum. Un coup d'État de cette manière aussi brutale risque de plonger, je pense, l'Égypte dans un scénario de violence. En plus, on a le recul historique. La question centrale, vous avez raison, parce que la question centrale à poser, finalement, c'est faut-il agréer des partis qui instrumentalisent la religion et le sacré comme parti politique, comme formation politique. Madame. La question centrale, c'est de savoir est-ce qu'un parti qui s'accapare, qui prend en otage une religion qui est, dans le cas de l'Égypte, partagée par une majorité,
et qui s'autoproclame finalement détenteur exclusif ou quasi exclusif de la parole divine, est-ce qu'il a le droit d'exercer d'intervenir dans le champ politique? Moi, ce que j'ai toujours défendu, parce qu'on a eu un précédent en Algérie, on a eu un précédent quasi similaire en Algérie, quand un parti islamiste avait remporté les élections, ces dernières ont été stoppées par une intervention de l'armée que j'avais soutenue à l'époque, parce que tout simplement, sans être pour autant militariste, je considère qu'un parti qui s'approprie le discours religieux et le divin n'a pas à être légitimé, à être agréé comme parti politique. Mais, je terminerai par ça, le problème va se reposer encore une fois en Égypte, mais aussi ailleurs. Ces régimes-là, militaires, ont tout intérêt à faire exister ce type de formation politique, parce que leur existence dépend finalement aussi de ce bicéphalisme qui va laisser le peuple dans un choix cornélien entre les tenants de l'islam politique, et incarnés donc par les frères musulmans et d'autres salafistes, et les tenants de l'autoritarisme et de l'autorité, de l'autoritarisme et de la force finalement représentée par l'armée. Mahmoud Azab, vous voulez réagir à ce que vient de dire Mohamed Sifaoui? Oui, madame. Oui, madame, s'il vous plaît. Tout d'abord, les États-Unis, qu'elle reconnaît ou ne reconnaît pas les voix du peuple égyptien de 36 millions, ça ne nous intéresse pas trop, parce que le peuple égyptien décide pour lui-même, numéro 1. Numéro 2, toute l'opposition, après l'arrivée de M. Morsi, était d'accord avec lui. On attendait des signes rassurants. On avait signé le contrat social et on souhaitait, tout le monde, que la présidence remplisse ce contrat de son côté. Numéro 3, nous voulions des signes rassurants, qu'il ne résoudrait pas tous les problèmes, bien sûr, mais des signes rassurants. Mon frère paysan à la campagne m'a dit, c'est comme si vous m'avez dit que je vous amène dans ma voiture du Caire vers Alexandrie, on se trouve en Haute-Égypte et je dois me taire jusqu'à qu'on arrive au Soudan à la place d'Alexandrie. Il fallait des signes. Numéro 4, les gens de la culture, les intellectuels, les cinéastes, les artistes, depuis 1 mois et demi, voient qu'il y avait une déviation pour que l'Égypte, ouverte d'esprit depuis plus d'1 siècle, surtout le cinéma égyptien, qui va disparaître en annulant le ballet, l'opéra et toutes ces choses-là. Numéro 4, numéro 5, numéro 6, la démocratie. Ce n'est pas les urnes, la démocratie. Finalement, nous disons que le peuple égyptien a ses valeurs depuis des siècles et des siècles. Il y a un seul islam dans le monde, mais il y a des cultures islamiques et des civilisations islamiques. Chaque pays a le choix de prendre la forme avec laquelle il était habitué. Les Égyptiens ne sont pas un peuple violent du tout. Et ce qui est arrivé, on appelle ou vous appelez pas, comme M. Ramadan et d'autres appellent coup d'État. Finalement, les 36 millions dans la rue, il ne fallait pas ignorer le pouvoir. M. Sisi n'a pas pris le pouvoir. Il a mis un juge et tous les représentants de la société civile étaient là. Il faut lire le document d'Al-Azhar. Al-Azhar dirigeait aussi avec des intellectuels un État national, démocrate, constitutionnel et moderne. Nous voulons ni un État religieux, ni un État militaire, madame. Et une voix médiane. On va en parler dans la seconde partie. On va en parler dans la seconde partie du débat. Je donnerai la parole aussi à Tariq Ramadan, évidemment. On avait perdu la liaison avec lui en direct de Londres. On se retrouve dans un instant et on se quitte sur ces images en direct de Nasser City, où sont réunis toujours ce soir des milliers de partisans de Mohamed Morsi. Le débat, la crise en Égypte annonce-t-elle la fin de l'islam politique dans les printemps arabes? Eh bien, nous poserons la question dans un instant à nos invités. Mais avant cela, je vous propose d'écouter la réaction de Christian Estrosi, qui est député maire UMP de Nice, pour qui islam et démocratie ne sont pas compatibles. C'était dimanche sur le plateau de nos confrères d'Europe 1 iTélé Le Parisien. Dès qu'en France, vous avez dans une crèche, dès qu'en France, vous avez dans une école
Dès qu'en France, vous allez dans un lieu public, quelqu'un qui afficherait un signe ostentatoire d'une appartenance à une religion, tout le monde se met à hurler, ce qui, parce que je défends les principes de la laïcité, me paraît totalement légitime. Et lorsqu'on se balade à l'étranger, on va dire, pour séduire son interlocuteur, après tout, ça me paraît parfaitement compatible. Moi, quand je vois au nom de l'islam ce qui est en train de se passer en Égypte, ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient ou du Maghreb, je suis particulièrement inquiet. Et donc, pour moi, c'est totalement incompatible. Voilà, et quelques jours plus tôt, eh bien, le chef de l'État français, François Hollande, affirmait tout le contraire. Il expliquait que islam et démocratie, c'était compatible et c'était devant les parlementaires tunisiens. On l'écoute. La France sait que l'islam et la démocratie sont compatibles. La France sait aussi que l'identité tunisienne se nourrit d'apports multiples et que le progrès politique, économique, social demande la participation de tous dans la démocratie, dans le respect des libertés, dans l'égalité des droits. Tariq Ramadan, dans votre dernier ouvrage, vous dites que l'islam politique jouit d'une légitimité historique pour s'être opposé aux dictatures. Or, si on regarde un peu la gestion des frères musulmans durant cette année passée au pouvoir, ils ont utilisé les mêmes méthodes finalement que les dictatures passées. Restriction de la liberté d'expression, Mohamed Morsi qui s'est accordé les pleins pouvoirs. Non, écoutez, je pense qu'il faut mesurer les choses et qu'il faut être un tout petit peu plus pondéré. Moi, ce que je mettais en évidence, c'est j'essayais d'expliquer dans le livre pourquoi, après les soulèvements, que ce soit en Tunisie ou que ce soit en Égypte, eh bien, les partis de l'islam politique l'ont emporté parce qu'ils étaient dans la résistance, parce qu'ils ont été torturés et que telle était leur légitimité. Maintenant, ce qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont fait pendant toute cette année, il est évident qu'il y en a eu. Maintenant, de là à les comparer à la dictature de Moubarak, ça ne peut pas être le cas. Je pense qu'il y a des erreurs qui ont été faites, il y a des priorités politiques qui n'ont pas été données, il y a eu des restrictions par rapport aux libertés, c'est vrai, mais il n'y a pas eu ce qu'il y avait sous le régime de Moubarak. Maintenant, le point que j'aimerais mettre en évidence, qui est un tout petit peu risible dans notre discussion, c'est d'essayer d'expliquer aujourd'hui par l'accès de l'islam politique au pouvoir que finalement on se pose la question de savoir si il y a une possibilité de voir les musulmans accéder à la démocratie. D'abord, c'est faire fi de tout ce qui se passe, que ce soit dans l'Afrique noire, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Turquie, où on peut être critique, mais on doit reconnaître qu'il y a effectivement des processus démocratiques réels. Maintenant, en Égypte, on assiste à un coup d'État, et ce qui est surprenant et que personne dit, comment se fait-il que ceci ait été su auparavant, que les États-Unis, le lendemain, quelques heures après le coup d'État, n'utilisent pas le mot de coup d'État pour se donner la possibilité de soutenir le régime. Et l'un des conseillers du Premier ministre turc avait raison de dire, la question n'est pas de savoir si les musulmans sont prêts pour la démocratie, mais si l'Occident est prêt pour la démocratie dans certains pays musulmans, parce que derrière l'armée aujourd'hui, qu'on le sache et qu'on le dise, tous les cabinets occidentaux n'ont pas utilisé le mot de coup d'État parce que finalement, ils sont dans le soutien qui est en train de se passer. Le soutien de ce qui est en train de se passer, c'est que jamais depuis 2 ans, l'armée n'est sortie du jeu politique en Égypte. Elle n'est jamais sortie. Et de voir aujourd'hui l'institution d'El-Azhar, qui a toujours été sous le régime de Nasser d'abord, puis de Sadat, puis de Moubarak, dans le jeu du pouvoir, eh bien, qu'elle soit du côté de l'armée au moment où celle-ci parle, soi-disant pour 36 millions. On le sait aujourd'hui, l'armée a offert aux agences des médias les images qui correspondaient à ce peuple qui la présentait comme libératrice. Alors qu'en fait, l'armée elle a été l'un des agents constructeurs de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Égypte. Alors, il faut faire la critique de ceux qui sont au pouvoir, quand les frères musulmans y sont, quand n'importe quels y sont. Et il y a eu des erreurs, moi je n'ai eu de cesse de les critiquer. Mais qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous légitimer un coup d'État en nous laissant entendre que seul le peuple a décidé. J'aimerais poser une question. Comment se fait-il que pendant les 4 mois qui ont précédé les soulèvements, il y avait des pénuries de pétrole, il y avait des pénuries d'électricité, il y avait pénurie même de nourriture, et que tout de suite après le
soulèvement, c'est-à-dire maintenant, il y a 3 jours, il n'y a plus de pénurie d'électricité. Comme par hasard, l'électricité serait revenue. Qui a joué ce jeu-là? Donc il faudrait, de ce point de vue-là, non pas mettre la critique sur la dictature de ce qu'a fait Morsi, parce que ce n'en était pas une, malgré tous ses défauts. Il faut mettre aujourd'hui l'accent sur un jeu très très malsain qui s'est passé en Égypte et qui fait revenir aujourd'hui derrière la société civile l'armée comme étant l'un des principaux acteurs de l'ensemble de ce qui est en train de se passer. Mohamed Sifawi, vous voulez réagir à ce que vient de dire Tariq Ramadan? Oui, enfin, tout en souriant, je me dis que quelqu'un comme Tariq Ramadan, qui connaît bien... Ne souriez pas, Sifawi, vous avez soutenu l'armée en Algérie et c'était beau. Qui connaît bien, voilà, dès qu'on lui apporte la contradiction, ça c'est le grand démocrate Tariq Ramadan, dès qu'on lui apporte un peu la contradiction, il s'énerve. Des militaires algériens. Non, si vous permettez, laissez-moi parler. Ce qui me fait sourire, c'est qu'en fait, Tariq Ramadan, qui se dit quelqu'un de très ouvert, admirateur des démocraties occidentales. D'ailleurs, il nous parle de Londres, fief de la démocratie occidentale, si on pouvait la qualifier ainsi. Il est quand même curieux de l'entendre trouver tous les euphémismes, toutes les simplifications pour atténuer le caractère, je dirais, autoritaire, ultra-autoritaire de Mohamed Morsi et des frères musulmans. Alors oui, Moubarak était un affreux dictateur, mais Mohamed Morsi n'est pas moins affreux dictateur que lui. Je dirais, il faut juste questionner peut-être les chrétiens d'Égypte qui ne se sont jamais sentis en danger depuis l'avènement des frères musulmans. Pourquoi? Parce que tout simplement, les frères musulmans, dans leur pensée, et malgré leur faux discours d'apparence où ils veulent apparaître comme ça, comme des gens sympathiques et fréquentables, comme le fait parfois M. Ramadan, ils ont une détestation profonde pour la différence en réalité, et surtout la différence culturelle. Si vous n'avez pas les mêmes croyances, même lorsque vous êtes musulman, lorsque vous n'avez pas la même philosophie, lorsque vous n'avez pas la même approche, lorsque vous n'avez pas la même pensée, vous êtes dénigré, vous êtes stigmatisé, vous êtes mis au banc de la société. Et ça, je pense que oui, c'est un coup d'État militaire opéré par l'armée égyptienne. Mais c'est un coup d'État militaire qui, on le voit à Place Tahrir depuis plusieurs jours, est soutenu par la population égyptienne. Mais on voit aussi Mohamed Sifawi, on voit aussi à Nasser City, pardonnez-moi, on voit aussi des images à Nasser City, aussi des dizaines de milliers de partisans de Mohamed Morsi. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Les régimes comme le régime égyptien, avec sa culture, je dirais, dictatoriale, avait tout intérêt à créer ce système bicéphale où le peuple, finalement, a le choix entre ces islamistes intolérants et cette armée autoritaire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce qu'on va cesser de prendre en otage les musulmans et la religion musulmane et laisser finalement ces populations et ces sociétés s'affranchir des dogmes moyenâgeux pour aller vers une vision beaucoup plus moderniste des choses. Je vais vous donner la parole, Tariq Ramadan. Pour aller vers une vision, pour aller vers une oui, parce que ce qui est ennuyeux avec Tariq Ramadan, c'est qu'il aime parler, mais il aime couper. On est plusieurs aussi sur le plateau. Non, mais je vais finir. Je vais laisser la parole. Ce qui est ennuyeux dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois, les tenants des thèses des frères musulmans aiment je dirais, prendre la posture de la victime. Ils sont toujours victimes, même lorsqu'ils sont coupables de quelque chose. Mais aujourd'hui, ce que fait l'armée les met de toute façon dans une position de victime. Donc peut-être que la stratégie n'est pas très bonne non plus. Je vous ai dit que c'était un coup d'État militaire. Mahmoud Azab, il veut réagir en direct du Caire. Ensuite, je vous donne la parole. Mais tout le monde est très long ce soir. Yamin Elsoum. Je voudrais savoir, Mahmoud Azab, je voudrais savoir, est-ce que pour vous, islam, politique et démocratie, si on veut revenir quand même, recentrer le débat, est-ce que c'est compatible ? Et vous savez, madame, l'islam pluraliste qu'on connaît, l'islam progressiste qu'on connaît à travers sa civilisation est tout à fait compatible avec la démocratie et avec la liberté, numéro 1. L'islam politique, c'est autre chose. S'il est prêt de comprendre, de revoir les périodes où l'islam est arrivé à son apogée de civilisation, il pouvait se comporter autrement. Numéro 3, ceux qui ont voté pour M. Morsi, ils voulaient fuir le reste de Moubarak et tout le monde était consolé tout de suite après sa nomination ou son arrivée au pouvoir. Mais je répète, on entendait des signes rassurants et le peuple n'a pas très bien vu
Monsieur Tariq Ramadan a le droit, bien sûr, de défendre l'islam politique et on a le droit de voir autrement les choses. Vous défendez les militaires. Monsieur, oui, voilà monsieur, oui, monsieur, s'il vous plaît. Défendez les militaires. Vous êtes un défenseur des militaires. Madame, je n'ai coupé personne. Madame, je n'ai coupé personne. Je n'ai coupé personne. C'est à vous, voilà. C'est à vous. Donc, d'accord, c'est une expérience, mais les frères musulmans ou tout parti politique peuvent revenir participer dans la première essai, la première leçon de démocratie qui est toute récente en Égypte. Ils peuvent revenir une fois qu'on s'installe, que l'Égypte retrouve sa place toujours civile, démocrate, comme un siècle reconnu par tout le monde. Avec le début de la démocratie, on peut aller s'entendre, voir, dialoguer, participer, mais personne ne peut prétendre qu'elle a la vérité absolue entièrement et qu'elle exclut les autres. On veut exclure personne. Les Coptes en Égypte aussi sont maintenant présents dans la rue. Ils participent dans le peuple égyptien parce que la religion, ni la musulmane, ni la chrétienne, ne peut pas remplacer la patrie. Ils ne sont pas contradictoires. La citoyenneté qui était reconnue en Égypte depuis des siècles doit retrouver sa place. Tout le monde est appelé à participer. On n'a pas peur. On va vivre ensemble, frères musulmans et autres. Ils doivent venir participer. Autrement, la jeunesse, surtout les jeunes des frères musulmans, ne sont pas tous d'accord avec cette expérience. Ils veulent revenir avec leurs amis de Tamarroud pour participer dans une nouvelle Égypte libre et démocrate autrement, sans fanatisme, sans extrémisme, sans rien. Yamin Alsoum, Mohamed Sifawi disait tout à l'heure que finalement le religieux devait sortir du champ politique, si je vous ai bien entendu. Mais il y a des modèles où ça fonctionne. Il y a le modèle turc quand même, où islam finalement et politique fonctionne quand même. Monsieur Azab disait la démocratie, c'est pas les urnes, mais jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé un meilleur système pour en tout cas légitimer un pouvoir. Et il y a un certain nombre de pays, bien évidemment, il y a un certain nombre de pays qui ont avancé. On citait l'Indonésie tout à l'heure, la Malaisie. Il y a un certain nombre de pays qui sont en progression. L'islam politique fonctionne. Bien sûr, et on peut pas aujourd'hui. Si vous prenez tout un tas de régimes dans le monde, mais y compris la France, parce que tout à l'heure on écoutait Monsieur Estrosi qui est en campagne pour les municipales et il a peur, notamment de l'extrême droite. Monsieur Estrosi qui était dans un camp qui s'appelle l'UMP, dans un pays laïque comme la France. On ne l'a pas entendu quand Nicolas Sarkozy a demandé une fatwa qui est un avis juridique au moment des émeutes en banlieue. Donc la question de la laïcité, la question de l'identité, elle n'est pas réglée. Et dans tout un tas de sociétés, on s'appuie sur une histoire. N'importe quel pays, on va prendre l'exemple du Brésil, on peut pas, les présidents brésiliens ne peuvent pas se passer du poids de l'Église. C'est comme ça, il y a une histoire. Maintenant, la question qui se pose effectivement pour les mouvements qui se réclament de l'islam politique, c'est le respect d'un certain nombre de libertés individuelles, le respect de la liberté de la presse, de l'opinion, etc., des principes démocratiques. Et donc c'est compatible. Mais là, la question, le cœur du débat, c'est l'armée. 30% de l'économie est tenue. C'est un coup d'État militaire. On ne peut pas dire il y a un an, il y a des élections. Après, on passe. Bien sûr, bien évidemment que c'est compatible avec n'importe quelle identité. Il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas un gène musulman. La démocratie, c'est. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On entend partout Estrosi, voilà, c'est pas compatible. On confond tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait dans une confusion. Je vais revenir juste sur l'exemple algérien parce qu'on a le recul aujourd'hui sur l'histoire, qu'on n'a pas forcément sur l'Égypte pour comprendre les jeux de coulisses. L'Algérie, arrêt du processus électoral, qu'est-ce qui s'est passé ? Une partie des islamistes qui basculent dans la violence pour dire on nous a volé la victoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont gagné, les frères musulmans algériens, par le bas, parce qu'aujourd'hui, la religiosité, elle est dans les discours de l'ensemble de la classe politique algérienne. Donc, ça a été une confiscation qui, à mon sens, n'a pas été légitime, puisqu'ils ont gagné. Et aujourd'hui, n'importe quel dirigeant des pays arabes, mais pas seulement, utilise la religion ou l'identité. Et c'est le débat qu'on a eu en France. Tout à l'heure, monsieur disait la question des Coptes en Égypte. Bien évidemment que c'est une question très sérieuse, puisqu'il y a une minorité qui est en souffrance. C'était une question qui se posait aussi sous Nicolas Sarkozy, parce qu'on a eu tout un tas de débats sur les musulmans. Il y a eu les élections, on a vu un vote massif, environ 2 millions de voix à 90% pour François Hollande. Ça a été les rouages de la démocratie. Et c'est ça qu'il faut questionner, c'est le rôle de l'armée. Est-ce que l'armée retourne dans les casernes et on a des institutions ? Et auquel cas, c'est le cadre légal qui fixe pour les frères musulmans. Et au-delà de l'idéologie, c'est la pratique du pouvoir. On l'a vu avec l'AKP qui a tenté d'interdire la consommation d'alcool à Istanbul, etc. Entre l'idéologie et ensuite la pratique, il y a une différence parce que la pratique du pouvoir, elle est plus complexe. Aujourd'hui, il y a une société civile, peut-être une société aussi plus mature, qui a une trentaine ou une quarantaine d'années. Il faut faire très attention à ce que dit Estrosi, qui fait partie d'un camp qui a instrumentalisé l'identité parce
qu'on ne me fera pas croire l'inverse. On est parti sur un débat. On le sait qu'on ne peut jamais produire une politique moderne sur l'identité. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, des débats stériles sur l'identité nationale. Et aujourd'hui, tout le monde légitime ce coup d'État, y compris Tony Blair, que connaît bien Monsieur Ramadan, qui vous dit que c'était quelque chose qu'il fallait passer par là. Tariq Ramadan, vous dites dans votre livre, l'Occident accepte l'islam politique quand ce dernier accepte les lois du marché. Oui, parce que l'Arabie saoudite, le Qatar, même Bahreïn, même les Émirats, ce sont des pays où il y a une idéologie islamiste de l'islam politique. La démocratie n'est pas islamique, pas d'élection. Les femmes sont totalement mises à l'écart de la société et du jeu politique. Simplement, on a le pétrole et le pétrole est complètement et sous les intérêts des Occidentaux. Donc cet islam politique-là, qu'on n'appelle pas islamiste parce que le mot fait peur ou parce que le mot est devenu un mot sale de la géographie et de la terminologie, eh bien, pourtant, ce sont des régimes avec lesquels on s'entend bien. Maintenant, il faut qu'on cesse les simplismes. Souvent, quand on m'interpelle, quand on est dans un processus et qu'on défend un processus, moi, je ne suis pas ici pour défendre les frères musulmans, contrairement à ce que dit Sifa. Moi, j'ai une position d'analyse. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que quand même, il y a une année, qui est-ce qui est rentré dans le jeu démocratique? Et ils ont eu 51%. Il n'y a pas eu de violence. Ils ont gagné ces élections. Donc, ils ont joué le jeu démocratique. Maintenant, il y a une année déjà, l'armée disait c'est temporaire ces élections. Donc, ils avaient déjà l'idée de revenir. Et puis, on cesse. Alors, quand le peuple n'est pas content, le peuple n'est pas très content de François Hollande. Il suffirait que les gens descendent dans la rue et l'armée aurait le droit de se charger de changer de président parce qu'en une année, il n'a pas fait son travail. Mais Tariq Ramadan, s'il y avait 22 millions de personnes qui signaient une pétition, même en France, il y aurait peut-être un référendum, il se passerait peut-être quelque chose quand même. Non, en tout cas pas l'armée. En tout cas pas l'armée et un référendum. Et en l'occurrence, on se poserait aussi la question de savoir, parce que ceci a été préparé, d'où viennent ces coupures, d'où viennent cette impossibilité de s'en sortir. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de dédouaner la présidence, mais il s'agit quand même de respecter des règles de la démocratie et qu'on ne justifie pas n'importe quoi. Maintenant, la question des Coptes en Égypte, elle est absolument pas liée à l'islam politique. Elle était sous Sadat, elle était sous Nasser, elle était sous Moubarak. La question des Coptes et de leur discrimination. Comment? Non, mais attendez, s'il vous plaît. On laisse terminer Tariq Ramadan, Monsieur Azam. S'il vous plaît, je veux dire que El Azhar, qui a longtemps été une institution étatique, ferait bien de ce point de vue-là de ne pas parler trop fort quand il s'agit du discours égalitaire, parce qu'elle n'a pas toujours fait montre d'un discours qui sortait du conservatisme religieux, qu'on soit et qu'on se le dise aussi pour El Azhar. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, quand on parle de est-ce qu'il est possible d'aller vers des processus démocratiques, oui, mais d'abord, et c'est pour ça que moi je suis absolument contre le discours victimaire, il faut que les acteurs de la vie politique en Égypte, les islamistes comme les laïcs, cessent, et je le dis et je l'analyse dans le livre, cessent la polarisation qui est d'un côté les laïcs qui disent aux autres vous êtes des rétrogrades, et les rétrogrades ou les islamistes qui répondent aux autres nous sommes les gardiens de la tradition, et qu'on pose les vraies questions de la stabilité économique, de la politique éducative, de la politique des femmes, de la politique culturelle, de la politique véritablement régionale. Tout ça est inexistant du débat politique aujourd'hui en Égypte. Une démocratie ne se mesure pas simplement aux élections, elle se mesure à la richesse du débat de la société civile avec l'État, et qui doit totalement mettre à l'écart l'armée. Et aujourd'hui, l'armée n'est jamais sortie de ce jeu. Et malheureusement, en Occident, l'allié objectif, c'est l'armée, car c'est elle qui est le maintien de la stabilité. C'est ça le problème. Donc il faut aussi qu'on se pose la question des responsabilités à l'intérieur de l'Égypte, mais qu'on se pose la question de nos alliances. On n'a aucun problème. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi pourquoi le président américain ne parle pas d'un coup d'État? Parce que sa Constitution l'empêcherait de soutenir ce qui vient de se passer. L'armée à qui il donne 1,5 milliard de dollars par année. Qu'on se le dise, ça fait 50 ans qu'ils aident l'armée et tout à coup ils deviendraient des amoureux de la démocratie en Égypte. Ce serait quand même une révolution intellectuelle aux États-Unis qu'on attend de voir. Mohamed Sifawi, très rapidement pour clore ce débat, pour réagir à ce que disait Tariq Ramadan sur le fait que l'Occident accepte l'islam politique quand ce dernier accepte les lois du marché. On voit notamment notre alliance par exemple avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que là il n'y a pas un deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'on crie au là à l'islam politique, ça fait peur, mais quand il y a des intérêts économiques, ça ne nous dérange plus, nous, occidentaux? L'Occident a toujours fait preuve d'ambiguïté et, je dirais, de double discours, de manière très cynique. L'Occident, les États-Unis en tête, ont toujours défendu leurs intérêts d'abord
et réagit et, je dirais, fixer leur politique selon les régimes auxquels ils font face. Mais au-delà de tout ça, il faut quand même... moi, le discours politique en soi, si vous voulez, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui ressort de la société civile. Aujourd'hui, la société civile occidentale, en réalité, n'a aucune confiance dans ce qu'on appelle communément les barbus. Parce que tout simplement, on a une histoire, on a du recul par rapport à ce qui s'est passé un peu partout à travers le monde. Et que ce soit dans le discours ou dans les actes, on voit bien que ce sont des... Elle ne se pose pas aux sociétés occidentales, elle se pose aux peuples concernés. Évidemment, la société occidentale est concernée. Et tout à l'heure, vous disiez quelque chose que je partage totalement, c'est qu'on parle souvent, à juste titre, de l'instrumentalisation politique de l'islam par ces groupes et ces courants de pensée, mais on oublie aussi que des gouvernements, y compris occidentaux aujourd'hui, instrumentalisent l'islam à des fins politiques. L'islam, c'est une fibre redoutable qui peut être instrumentalisée, manipulée à des fins politiques et parfois avec des résultats surprenants. Donc c'est la raison pour laquelle ça intéresse tout le monde et on peut avoir comme ça des discours sur finalement quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose, islam et démocratie. On voit le discours de François Hollande et on voit le discours d'Estrosi. Je veux dire qu'ils sont deux discours à remettre dans leur contexte parce qu'en réalité, là aussi je suis d'accord, c'est pas le code génétique du musulman qui est compatible ou pas avec la démocratie. Ce sont des musulmans qui peuvent être ouverts et, au principe démocratique et d'autres, malheureusement, comme il peut exister dans le monde occidental, qui sont des tenants de l'extrémisme. C'est la fin de ce débat. Merci d'y avoir participé. Merci Mahmoud Azab d'avoir été avec nous en direct du Caire. On n'a plus le temps, malheureusement. On n'a plus le temps, mais vous savez, on vous retrouvera. Non, on n'a plus le temps. C'est pas injuste, mais le temps passe, monsieur. Merci à Tariq Ramadan d'avoir été avec nous en direct de Londres. Non, mais on aura l'occasion de se revoir puisque nous viendrons en Égypte faire un débat et vous y participerez. Merci. Mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, monsieur Azab. Désolé. Merci Tariq Ramadan. C'est pas injuste. C'est malheureusement il nous manque du temps et c'est un débat qui aurait pu durer plus longtemps. Merci à tous les deux également d'avoir participé à ce débat sur ce plateau. Et on rejoint tout de suite Karim pour un œil sur les médias. On a pris un peu de retard. Et on va revenir sur les propos de Christian Estrosi. Islam et démocratie ne sont absolument pas compatibles. Alors évidemment, ils sont très commentés du côté des médias français, mais beaucoup s'accordent à dire que finalement, c'est beaucoup plus quelque chose de l'ordre de la politique intérieure que de la géopolitique, parce qu'il y a un contexte politique et un contexte électoral. C'est d'ailleurs l'ensemble des réactions sur les réseaux sociaux qui le montrent. Alors évidemment, c'est plutôt des réactions à gauche, celle de Karim Zeribi qui critique Estrosi, pauvre Estrosi, prêt à tout pour capter les voix du Front National, la chasse aux Roms, l'islam. C'est vrai qu'il avait fait un tir groupé, Estrosi, en parlant et des Roms et des musulmans. On met tout ça dans le même sac. Et puis cette réaction du journaliste Samuel Laurent qui nous explique que les municipales arrivent. Estrosi, après avoir joué les sages, se redroitise avec un beau dérapage contrôlé ou incontrôlé selon d'autres. Et puis Patrick Allemand qui dit ça va être sympa en septembre prochain parce qu'un certain nombre de chefs d'État vont venir du côté de Nice justement, des chefs d'État des pays musulmans francophones. Ça sera le 5 septembre. Bonjour, l'ambiance. Et puis de toute façon Christian Estrosi nous a habitués à un certain nombre de déclarations tonitruantes et le site des Inrocks vous propose de redécouvrir en quelque sorte les pires déclarations de Christian Estrosi. Alors pour ce qui est de cette déclaration de l'islam et de sa compatibilité, il y a quelques articles peut-être qui peuvent être intéressants. Celui-ci sur le site l'expressiondz.com, c'est un journal algérien qui dit qu'il ne faut pas confondre islam et islamisme, et c'est un petit peu ce que fait Christian Estrosi. Cet article explique finalement que la destitution du président Morsi ne signifie pas un recul de l'islam, mais un recul de cette politique menée par Mohamed Morsi. Et puis du côté du site de Rue 89, pour Jean-Pierre Filu, l'islam n'a rien à voir avec ce qui se passe en Égypte. Alors c'est peut-être un petit peu provocateur comme titre, mais il explique que finalement, lorsqu'on voit les frères musulmans, ils se raccrochent beaucoup plus à une légitimité des urnes, beaucoup plus qu'à la charia finalement. Et en gros, l'idée c'est que même un certain nombre de salafistes ont manifesté pour le départ de Morsi. Ça dépasse un petit peu la simple question de l'islam. Et encore une fois, ne pas confondre islam et islamisme.
Et donc, je vais juste vous parler d'une autre polémique qui a été assez présente. Voilà, c'est le dans les ramadan, médias on va en français. parler très rapidement. Alors le ramadan en France, c'était un petit peu demain ou après-demain. Personne ne savait, en tout cas aux alentours de 12h, 13h, c'était la grande confusion. Finalement, on nous a appris que finalement c'était demain. Et le CFCM a désavoué la Grande Mosquée de Paris. Alors ce qui est drôle, c'est que celui qui est à la tête du CFCM, c'est Dalil Boubekeur, et celui qui est à la tête de la Grande Mosquée de Paris, c'est aussi Dalil Boubekeur. Alors ce n'est pas lui qui avait pris cette décision il y a quelques mois de fixer la date du début du Ramadan, mais c'est vrai que pour beaucoup d'internautes, c'était un petit peu la blague du jour. Certains ont même expliqué qu'on a envoyé Félix Baumgartner aller vérifier si c'était le début du mois lunaire ou pas. Merci beaucoup Karim, c'était court ce soir, hein. Ça sera plus long un peu plus tard et ça sera plus long surtout demain. Merci encore à tous les deux d'être venus sur le plateau de France 24, à nos invités également en direct du Caire et en direct de Londres pour Tariq Ramadan. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite le journal et on se quitte sur ces images ce soir encore en direct du Caire de Nasser City où sont réunis, vous le voyez, des milliers de partisans du président déchu Mohamed Morsi. À demain.